Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Entreprendre, un rêve pour beaucoup, un défi quotidien pour ceux qui osent se lancer. En Polynésie, les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Mais comment réussir à faire vivre un projet entre lourdeur administrative, coûts élevés et un environnement économique difficile? Entreprendre au Fénois exige courage, créativité et persévérance. Ce soir, je vous propose de débriefer de l'entrepreneuriat. Comment la nouvelle génération parvient-elle à s'en sortir? Quels sont les obstacles qu'elle rencontre? Quelles solutions pour un entrepreneuriat local plus fort, plus inclusif et plus en phase avec les réalités locales et culturelles? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jonathan Crawford. Alors, tu es multi-entrepreneur dans l'immobilier, la construction, le nettoyage et la restauration. Tu viens d'ailleurs d'ouvrir Pizza Queen sur le front de mer à Papeete. Yorana. Yolana. En face, Mateata Ruta, également multi-entrepreneuse à Moorea, engagée dans un tourisme au service de la culture polynésienne. Tu es la gérante notamment de Moorea Mahana Yacht Service. Yorana. Yorana. Une autre femme sur ce plateau est Mataiki Contios, fondatrice de la pâtisserie Noa. Yorana. Yorana. Et enfin, Teariki Taata, alors également un multi-entrepreneur puisque tu es gérant de Pacificam Event, un acteur majeur dans l'événementiel local, également entrepreneur dans la communication, le marketing et le commerce de produits de vapotage. Yorana. Yorana. Merci à tous les quatre d'être avec nous sur ce plateau. Je le disais en introduction, vous êtes tous lancés dans l'entrepreneuriat à différents niveaux. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre un petit peu vos parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancés? Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Et quelles ont été les difficultés? Je vais peut-être commencer avec Jonathan. Merci. Alors, comment je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, ça a été plus par conviction que j'ai fait ce choix. C'est parce que moi, à la base, de formation, je suis professeur de PS. Ah oui, donc on est loin effectivement de ce que tu pratiques aujourd'hui. Oui. Et donc ensuite, après avoir enseigné un peu, j'ai eu une proposition à l'époque pour être chargé de mission au ministère de la Jeunesse, Culture et Patrimoine. Donc j'ai évolué en tant que chargé de mission, puis j'ai fini conseiller technique. Ouais. Et au sortir de là, j'avais envie de faire quelque chose pour mon pays. En fait, c'est marrant parce que c'est parti vraiment d'une phrase que j'avais entendue à l'époque d'Oscar Temaru qui disait ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays. Mm. Et de cette phrase, je me suis dit éventuellement réfléchir à créer de la richesse et à contribuer à quelque chose pour mon pays. Et à partir de là, donc j'ai cherché à évoluer et je suis parti dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé par j'ai été patenté dans une agence immobilière. Et de fil en aiguille, j'ai monté mon agence immobilière. Donc la première entreprise, c'était ça, c'était l'immobilier. Ma première entreprise, ça a été de l'immobilier, oui. Je me suis associé avec des amis. Et le reste est venu après par opportunité, parce que tu as rencontré des gens? Parce que où tu t'es dit, bah non, je vais aussi lancer ça à côté en plus? Donc ça a été pour certaines une opportunité, comme la construction où j'ai rencontré donc mon ami Paolo Martelli qui était déjà pour moi une personne référente dans la construction ici. Ça reste en lien avec l'immobilier finalement d'une certaine manière. Effectivement, ça reste en lien. C'était pas vraiment dans une continuité, mais en fait derrière je me suis dit pourquoi pas, puisqu'on a à disposition des fois des terrains en avance, pourquoi pas partir dans la construction de maisons derrière pour les reventes ou des choses comme ça. Ouais. Donc ça a été des opportunités et pour le nettoyage aussi. Mais pour la pizzeria, ça a plus été un choix post-Covid où en fait pendant le Covid, tout le monde était en télétravail, donc le nettoyage, il n'y avait pas. Eh oui. Et tout le monde faisait le ménage parce qu'on avait que ça à faire. Voilà, c'était la séance sport à la maison. Mais nous, les conséquences du terrain, c'est qu'il y avait plus, tout le monde était en rentrée d'argent et il fallait continuer à faire vivre. fallait payer les salaires, Bien sûr. fallait payer la CPS.
Parce Ouais. que ça, ils nous ont pas fait Ça t'est cadeau. pas arrêté. Bon, on va revenir sur cette Voilà. difficulté. Et donc, c'est pour ça que, pour finir, c'est pour ça que j'ai monté les pizzerias en me disant que si demain ça devait se repasser, parce que j'étais arrivé à un moment donné où c'était vraiment limite aussi. Parce Ouais. que financièrement, quand t'as pas de rentrée et que tu dois sortir, on n'était pas loin de mettre la clé sous la porte. Et je me suis dit, voilà, Soyons prévoyants. soyons prévoyants. Et même pendant le Covid, il fallait manger. Du coup, c'est comme ça que. Ça, je pense que ça fait partie un peu de tous vos profils, cet esprit de on va prévoir à l'avance, ça fait partie de l'esprit d'entrepreneur. Emma Taiki, je pense que tu es probablement la plus jeune sur ce plateau. Comment toi, tu es venue à la création de ton entreprise? Alors, moi, j'ai toujours aimé la pâtisserie depuis que je suis au collège. Et je pense que ma première entreprise, c'était dans la cuisine de mes parents. Très vite, pour me faire de l'argent, j'avais de l'argent de poche que j'économisais précieusement, que je mettais derrière mon tableau dans ma chambre, comme dans les films. Et je me suis dit, ça me suffit pas, faut que je crée une richesse extérieure à ce que me donne mon père. Tu avais déjà l'esprit d'entreprise, quoi Je qu'il pense arrive. qu'avec le recul, oui. Donc, je faisais des gâteaux pendant les vacances. Je faisais des crêpes que je vendais dans le quartier avec mes voisins, ou des gâteaux que je vendais aux collègues de mes parents, des macarons que j'ai essayé de faire pendant des mois et des mois. J'y arrivais pas. Le jour où j'ai réussi, je peux te dire que j'en ai vendu. Donc voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé, je pense. Et après, donc j'ai passé un bac général. Tu as fait ta formation de pâtissière. Non, j'ai passé un bac général scientifique parce que mon père voulait absolument que j'ai un Ah oui, donc pareil, bac. on n'est Voilà. pas sur la Non, même base. non, pas du tout. Hein. Cerveau. Voilà. Et donc, une fois que j'ai eu mon bac, mon père m'a dit, quand tu auras ton bac, tu feras ce que tu veux. Donc, ensuite, La grande phrase. voilà. Donc, ensuite, à mes 18 ans, après avoir eu mon bac, j'ai fait une école privée de pâtisserie. J'ai travaillé pendant peut-être 1 ou 2 ans pour des entreprises. Voilà. Et après, je me suis dit, quand même, je me vois pas travailler pour quelqu'un toute ma vie, quoi. Donc, à 21 ans, avec mon ex-conjoint, on a ouvert le restaurant Hey Ah oui. à Paofeil. Mhm. Donc, voilà. Et ensuite, on a eu le paille à Tamanou. Oui. Et ensuite, du coup, on s'est splitté. Moi, j'ai géré le paille là-bas. Lui, il a gardé le Hey. Le soir, j'allais au Hey. Enfin, bon, bref. Ensuite, on a vendu le paille. Ensuite, on s'est séparés. Donc, moi, j'ai créé entre-temps la pâtisserie Noah que j'ai gardée. Et lui a gardé le Hey. Et je fais toujours des desserts pour eux, d'ailleurs. Et, Voilà. et ton jeune âge, ça n'a pas été un frein à un moment quand tu allais voir les banques, par exemple, pour Non, entamer on était deux. On Oui. était deux. Lui était plus âgé, donc ça passait comme ça passait. Après, j'avais des économies, donc j'ai investi tout ce que j'avais à l'époque. Oui, parce que tu avais commencé tôt à faire Oui, des voilà. économies. On en a parlé juste avant. Voilà. Donc j'avais investi tout ce que j'avais à l'époque, mais c'est vrai que avoir quelqu'un de plus âgé, ça a aidé. Maintenant, oui, d'avoir été jeune, dans mon parcours, ça a été compliqué parce que, surtout au niveau du management, Mhm. ça a été Oui, la très compliqué. crédibilité qu'on va te demander. Ça a été très compliqué de m'imposer avec des gens plus âgés. J'ai toujours managé des gens plus âgés, donc ça n'a pas été facile. J'ai trouvé au bout de... Là, ça va faire 10 ans que je fais ça. Un peu mon rythme, ma façon de manager, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis, d'acquérir de l'expérience. Et puis, même dans mon milieu professionnel, j'ai pas vite été respectée par mes pairs. Voilà, qui me Il faut prenaient prouver, pas au quoi sérieux. qu'il Oui, arrive, oui, voilà. faut Il faut prouver. prouver. Puis après, j'ai très vite appris à faire mon chemin et à pas trop faire attention, quoi. C'est un gros travail sur soi, je Ouais. pense, de développement personnel d'une certaine manière, confiance, je ouais. pense. Théa Riki, pour venir à tes multiples activités également, par quoi ça a commencé? Comment tu t'es lancée? J'ai fait un peu le même parcours que Emma et j'ai fait un bac général, bac scientifique. Bon, je viens d'une famille où il n'y a que mon papa qui travaille, où je viens des quartiers. Donc, quand je dis des quartiers, voilà, je sais pas comment décrire, Quartiers sociaux? si tu veux, tu vois. Et donc, mon papa, maman me disent, ah, il faut aller loin dans l'école, tu vois, c'est là On la valorise vie, hein. l'école, bien sûr. Voilà, on valorise l'école, l'éducation. Du coup, moi, j'ai fait un bac général. Et pendant mes années collège-lycée, j'allais vendre des mangues, hein, pour payer un peu mon cartable. Petite sacoche, j'allais avec... Et que encore des une fois, papiers, tu j'allais vois. dire, c'est pas tout le monde hein, qui le fait. Je pense que ça démontre déjà aussi un esprit d'entreprise, C'est... cette envie de travailler, parce que- quoi qu'il arrive. Parce que le besoin, parce que t'es obligé.
Ouais. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire, dès mon plus jeune âge, on était obligé ben, on n'a pas les moyens. Désolé, mais on n'avait pas les moyens de payer un cartable, de payer des paquets de cahiers, des stabilos, des cols. Tout comme on donne des paquets quand tu vas au Oui, collège. bien sûr. Ben, Bah, moi, faut aller le chercher, ça. c'est le seul, j'avais que des papiers blancs, hein. Un stylo, un crayon papier, une gomme. Et c'est pas, en fait, et grâce à ça, en fait, je pense que indirectement, ça a développé un peu L'envie de s'en l'envie. sortir. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, ben, tu t'en sors pas. Donc, déjà, dès le plus jeune âge, ensuite, je voulais faire prof de sport. Et je devais partir donc, à Toulouse. Mais en fait, j'ai pas réussi à quitter mon FENO, hein. Ouais. Donc, j'ai remarqué que je suis très, très proche de ma maman, très proche des parents, très proche de la famille, très proche, en fait, de ma terre. J'ai eu du mal à quitter. Du coup, ce que j'ai fait, j'étais à l'université de la Polynésie française, où j'ai fait une licence physique-chimie qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et j'ai dû m'adapter. Donc, au final, être en classe, écouter, enfin, c'était au final pas pour moi. Ouais. Et du coup, en 2018, j'avais. En 2017, j'avais 19 ans, du coup. Du coup, je faisais service civique. Et je ne sais pas si c'est un bon exemple. Donc, moi, j'avais la bourse à l'université. Mhm. Et en fait, cette bourse-là, de financer mes études, on finançait mes projets. Cette bourse. Encore une fois, donc, c'est comme on peut et avec ce qu'on a. ouais, du coup, avec le service civique plus la bourse, c'était ça, en fait, un peu mes économies, du coup. Tu vois, parce que moi, j'ai pas d'économie de mes parents. Oui. Parce que, ben, il a tout ça à payer. Et au Bien final, sûr. ben, du coup, on s'est serré un peu la ceinture. Quand j'ai pris la bourse, j'ai pris mon service civique, j'ai commencé à faire des projets. Quand on est étudiant, j'allais à tous les événements inimaginables. Vendredi à samedi qu'il y a dans les îles. Et en fait, j'ai pris goût à ça parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de locaux, Oui. voire pas beaucoup dans ce secteur d'activité. Mhm. Et du coup, je me suis lancé, j'ai fait mon premier événement. Et en fait, dans ce secteur-là, c'est très concurrentiel. Donc, j'ai fait un festival. Donc, mon tout premier, c'était un grand festival. C'était la Tahiti Festival que j'avais fait avec mon ami Wilfred Johnston. On avait fait sur les plateaux de Outomoro et c'était notre premier festival. Et on avait 20 ans, je crois, quand on a lancé ce festival. Et c'est ce qui a suivi, en fait, par derrière. Donc, on a contacté des artistes. Et le fait de... Comme j'aime ma terre. Donc, le fait de présenter à tous ces artistes notre maison, tu vois, c'était ça, en fait, aussi, qui a donné aussi l'envie. Et tu vas chercher des artistes qui sont hors territoire, surtout. Exactement. C'est ça l'intérêt aussi de ces événements. Ouais, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que c'est venu dans plusieurs objectifs, dans le sens où j'avais jamais voyagé. Et du coup, moi, je voyais les artistes qu'en vidéo. Et tu avais envie de les voir en vrai, de Et, les partager c'est avec ça. ceux d'ici, bien sûr. Et comme je disais, je viens des quartiers. Donc, beaucoup n'ont pas cette possibilité de partir, de voir tout ça. C'est là où c'est venu, toutes ces idées-là. Et bien, tiens, on va les faire venir à bas prix. Tu sais, on est à Tahiti en termes de tarifs, tu vois, par rapport au festival, les moins chers. Tu vois, tu vas voir, par exemple. Tu as des grosses scènes, tu as des grandes scènes avec Voilà. beaucoup de gens. Je Et... donne un exemple, Stan Walker, tu vas aller le voir en Nouvelle-Zélande, tu payes $100, tu vois. Ici, ils ont payé 2 fois moins cher. Donc, c'est ça, en fait, aussi qui m'a animé, hein. C'est de pouvoir proposer, justement, de la musique, de la joie à tout le monde, à des prix abordables. À des prix abordables et surtout qu'ils n'auraient jamais vu, en fait. Parce que c'est comme moi, quand j'étais petit, j'ai jamais voyagé. Et c'est grâce aux événements que, du coup, j'ai pu voyager et de tisser des liens avec ces artistes qui t'invitent à des gros festivals à l'étranger. On portait aussi le Fénois, finalement, à l'extérieur. Exactement. Et on va terminer ce petit tour de table avec Mateata. Donc, toi, tu œuvres dans le tourisme à Moorea. Oui. Comment tout a commencé? Tu viens d'une famille incluse déjà dans le tourisme. Exactement. Alors, ce qui me différencie de mes copains, là, c'est que j'ai grandi, au fait, dans une famille d'entrepreneurs sur plusieurs générations et dans le tourisme. Donc, je pense que ça doit être dans notre ADN. Mon grand-père a été un des pionniers du tourisme à Moorea. Ensuite vient mon papa et mes parents. Et j'ai pris goût, au fait, à l'entrepreneuriat déjà depuis mon plus jeune âge. Dedans en même temps. Je baigne dedans. Et c'est devenu, au fait, ma passion. Le tourisme et la culture. J'ai grandi avec des grands-parents
qui m'ont beaucoup élevée dans la culture avec des valeurs et des principes vraiment à l'image du Polynésien. Et du coup, moi, j'ai fait des études. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont pu financer mes études. J'ai fait des études une école de commerce en métropole. Et après avoir eu mon diplôme en Australie, j'ai transféré en Australie. J'ai continué, j'ai eu l'appel de l'océan. J'ai grandi sur des bateaux, sur le lagon, à Moorea. Donc c'était naturel que tu ailles vers Exact. ce type de tourisme-là. Et je me suis inscrite dans une école maritime où j'ai passé mes brevets de capitaine. Et mes brevets de capitaine en poche, je suis repartie à l'international. J'ai travaillé sur des yachts privés, les yachts qu'on voit au port de Papeete ou à la Marina Atena. J'ai travaillé pour des personnes assez aisées. J'en ai fait mon métier pendant 9 ans. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai fini officier. Donc tu as commencé salarié finalement. Tu n'as pas lancé ton entreprise Non. tout de suite. Mais Tu t'es frotté à la réalité. Exactement. Mais j'avais toujours dans le petit coin de ma tête, un jour je deviendrai entrepreneuse. Et d'ailleurs, mon père nous a élevés comme ça. Il faut être entrepreneur. Au moins, tu sais ce que tu fais, tu sais, tu gagnes ton argent à toi et t'en es fier. Et du coup, je suis revenue en Polynésie il y a à peu près 7 ans. J'ai eu un petit. J'ai voulu l'élever là où j'ai grandi, avec les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et j'ai créé ma petite entreprise. Je représente au fait les yachts à Moorea. Et j'essaie au fait de montrer à cette clientèle la culture, le tourisme authentique et culturel. La réalité de La la Polynésie, réalité. ce n'est Mais pas vraiment- juste des hôtels et Non. des piscines. Mais c'est vraiment aller leur montrer l'âme du Polynésien. Et aujourd'hui, j'en fais un grand combat parce que je trouve que le tourisme n'a pas, je veux dire, notre identité culturelle n'est pas au milieu au fait. Il n'est pas un des piliers du tourisme d'aujourd'hui. Alors, je sais que Tahiti Tourisme essaie de travailler dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à Ouais. faire sur la question. On va probablement y revenir un peu plus tard. Maintenant qu'on connaît un petit peu vos parcours, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le cœur de notre sujet aujourd'hui. Est-ce que le Whenua, c'est un terrain propice à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ici, on peut entreprendre ou est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Jonathan. Allez, on te donne la patate chaude, a priori, Jonathan. Est-ce qu'ici, c'est un terrain propice à l'entrepreneuriat? Je pense que c'est assez compliqué. Déjà, avec l'économie d'échelle qu'on a, on est un petit pays et c'est bien souvent pour ces raisons qu'on doit ouvrir plusieurs sociétés parce qu'avec une, on ne peut pas faire forcément de grands bénéfices. Et après, je pense qu'on a des problématiques aussi avec l'import de matériel qui sont compliquées dans certains domaines d'activité. Il y a souvent des ruptures aussi. Après, moi, je parle de ce que je connais moi Bien sûr, dans bien les sûr, il y a activités, tellement parce que de je types pense qu'on a d'entreprises. C'est sûr qu'une entreprise de service comme Teariki, c'est d'autres problématiques, mais complètement. Du coup, les ruptures, souvent aussi en produits alimentaires ou des choses comme ça. Et après, le personnel. Le personnel, la gestion des ressources humaines en Polynésie, je pense peut-être aussi ailleurs, je sais pas, j'ai jamais exercé ailleurs, mais c'est pas toujours évident. On a un turnover qui est assez important et assez difficile aussi, puisque forcément un turnover, ça veut dire des heures et des heures de formation pour donner des compétences, transmettre des compétences à des personnes qui au final s'en vont parce que du coup, c'est à perte pour vous, quoi, hein, globalement. c'est des pertes sèches, oui, complètement sur des heures de travail et parce que souvent quand on recrute ici, après c'est peut-être encore une fois dans le domaine où j'interviens, mais il n'y a pas forcément la compétence acquise et du coup nous on est là à la transmettre du mieux qu'on peut et forcément mieux elles seront formées, plus on pense pouvoir déléguer
Et quand finalement ça reste pas, ben, c'est compliqué derrière. Et quoi. quand Des ça fois- reste pas, c'est compliqué. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est propice ou pas? J'ai envie de dire oui parce que j'ai envie d'y croire, mais avec quand même une certaine résilience à l'effort. Je rejoins l'idée la réponse de Jonathan, parce que moi, je vais parler du secteur du tourisme. Oui, c'est propice. D'ailleurs, le tourisme, c'est l'économie première de la Polynésie. Donc, beaucoup de prestataires, je veux dire, dans le tourisme, ça touche au fait beaucoup d'autres secteurs comme l'agriculture, comme la pêche, comme tout ce qui est activité touristique, guide. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de petits Polynésiens essayent de percer dans le tourisme, essayent de faire en sorte d'ouvrir leur petite entreprise. Et je trouve que c'est bien, c'est propice. Mais ce qui nous freine, au fait, c'est justement tout ce qui est documents administratifs. Ouais. Ce Toutes que je les- disais en introduction, les lourdeurs administratives. Voilà. C'est compliqué. Moi, je parle du Polynésien lambda qui, pour moi, dans le tourisme, c'est justement pour ce petit Polynésien qui n'a peut-être pas fait de grandes études. Il peut être guide, il peut parler de son île, l'histoire de son île, de sa terre, de ses légendes. Et quand il s'agit d'aller juste demander une patente, c'est compliqué. Ouais. Mais alors justement, moi j'ai le sentiment, après peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quand même pas mal d'aides aujourd'hui mis à disposition, en tout cas pour créer son entreprise. On a des aides au financement avec l'ICRA, avec l'ADI, avec la Sofidep. On a passé toutes les démarches administratives en numérique. Ça, c'est pas quelque chose qui aide? Alors après, encore une fois, oui, il existe des aides. Maintenant, il faut voir les dossiers qu'il faut remplir pour bénéficier de ces aides. C'est assez long, c'est fastidieux. Moi-même, qui ai l'habitude de remplir des papiers, etc., enfin, c'est lourd. C'est lourd. Et en plus, tu n'es même pas sûr de bénéficier des aides parce que tu réponds pas forcément aux critères, tu rentres pas dans les petites cases et ils cherchent pas vraiment à développer. Solutionner. Si tu rentres pas dans les cases, ton dossier, il passe... Pour répondre, toi, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, tu as même des patentés, des petites entreprises qui se créent pour gérer la paperasse. Oui. entre guillemets. Oui, c'est ça. Donc, Oui, oui. donc, on est arrivé justement à cette demande. Alors que, tu vois, je dis pour remplir, pour avoir, par exemple, bon, apparemment, ça a été réglé le problème du souci de l'extrait cabis. C'est réglé. Ça, Apparemment. je l'ai expérimenté Mais- il n'y a pas longtemps. Mais t'imagines que tu as des petites sociétés qui sont créées pour te dire, je peux retirer ton extrait cabis pour toi, cette Oui. prestation, tu payes, machin, pour te dire donc tout le schéma de Donc ça montre qu'il y a des difficultés en réalité, que tout à chacun peut pas le faire par lui-même. Exact. Ouais. C'est même pas que tout à chacun peut pas le faire, c'est que je pense que on a tous les capacités de le faire. Maintenant, quand tu démarres une société, il y a des choses qui sont importantes. C'est comment dire, l'exécutif. Oui. C'est-à-dire que il faut aller chercher, il faut créer des devis. Souvent, t'as vendu une prestation, il faut derrière, c'est pas payé, il faut aller chercher les personnes pour qu'elles te règlent. Tous les mois, les impayés, les factures à faire, la TVA à déclarer et tous ces documents administratifs. Donc, quand à côté de ça, tu as des dossiers à aller mener, il faut remplir, il faut rédiger des courriers, de ci, de ça, à quel moment? Il y a 24 heures dans la journée. Si tu as besoin de 8 heures pour dormir, nous, on À minima, nous, on normalement. n'utilise que 4. C'est- On se dit à côté de ça, on veut quand même essayer de passer du temps avec la famille, puisque on a des enfants et on a envie aussi quand même de profiter un peu. Mais c'est ça. Alors, comme il dit, il y a des sociétés qui se créent pour te dire, ok, je te libère de ça. Mais c'est une dépense en plus. Mais c'est une dépense en plus. Toi, tu démarres dans l'activité, tu as budgétisé, t'es pas au courant qu'il y a toutes ces choses-là à faire. C'est vrai que la lourdeur administrative, pour quelqu'un qui démarre, sans compter des fois quand tu lis, t'as pas tout compris et pourtant je pense pas être trop Mais Oui, du à coup, côté de la plaque. à côté de la plaque. Alors j'imagine pas certaines personnes, des fois quand elles m'appellent maintenant pour me dire mais comment t'as fait pour faire ça, j'ai envie de dire
Oh, je sais même plus. Arme-toi de patience. Ouais. Et puis voilà, donc c'est vraiment compliqué au-delà de la gestion de toute cette partie exécutive et les ressources humaines. Il y a bien sûr tout ce côté administratif qui est vraiment lourd. Les réglementations aussi vous empêchent parfois de faire perdurer ou d'avancer dans vos projets. Je pense notamment, on le sait, hein, au tourisme, il y a des réglementations autour de l'environnement, autour de la Oui. protection des baleines notamment. Et ça, parfois, ça peut être aussi compliqué à gérer. Ben, justement, c'est une grande polémique en ce moment, c'est que à aujourd'hui, le pays a mis en place au fait des formations qui sont que c'est des diplômes pour ici la Polynésie, pas ailleurs, comme le CPL qui est pour être capitaine lagonaire et le CPPA-PPN randonnée aquatique. C'est des formations, je pense, hein, que le gouvernement a mis en place pour justement aider ces petits Polynésiens à percer dans le tourisme. Et aujourd'hui, ils se voient confrontés au fait à des régulations que l'ADIRN justement propose. Et au lieu de rassembler tous ces prestataires, tous ces patentés, eh ben ça les déchire. Parce qu'ils se Vous comprenez aussi la nécessité de protéger aujourd'hui Oui, bien l'environnement, de protéger... Mais il y a protéger, mais il y a aussi... je pense qu'il faut redonner aussi aux Polynésiens sa dignité. Se dire que les baleines, on faut pas oublier que les baleines dans la culture polynésienne, c'est un animal totem. On a un lien avec la nature. Et je pense que parfois dans les régulations, ils oublient au fait ce côté culturel. Et comme je disais au début, c'est que la culture n'a pas vraiment sa place au milieu de tout ça. On parle de la culture, mais c'est juste... J'allais dire, difficile de trouver les parce qu'elle a sa place. Exactement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste du superficiel. On va parler du mana. Mais au fait, le mana, c'est une âme. Il y a bien plus derrière. C'est pas juste, on va mettre un Tahitien avec qui a le mana, on va parler de la terre et tout. Mais non, c'est le cœur du Polynésien. C'est qui on est, c'est notre héritage, c'est notre plus bel héritage. Et peut-être que, je me mets dans cette position-là, mais difficile de trouver un équilibre entre respect de la culture, le respect de l'environnement, le droit à entreprendre aussi, parce que c'est ça qu'il ne faut pas entraver d'une certaine manière, un droit à entreprendre, mais avec tout ce que ça englobe aussi derrière. Exactement. Je pense que tu dois avoir à peu près les mêmes problématiques. Le problème, c'est que comme on dirait, il y a un référentiel à respecter, mais quel est le vrai référentiel? Tu vois ce que j'ai dit? Je pense que elle connaît son métier, elle sait ce qu'elle fait. Donc ceux qui viennent juger, c'est ceux qui ne savent pas en vrai. Il faudrait s'appuyer sur les connaissances de ceux qui sont sur le terrain, finalement. C'est sortir de la bureaucratie, c'est un peu ça ce que vous êtes en train de dire. Même aussi de l'esprit scientifique, académique. Je pense qu'il faut allier tout ça. Et ne surtout pas mettre de côté ce côté culturel. Et quand on parle du côté culturel, avoir des vrais référents, des personnes polynésiennes qui connaissent la culture. Pas juste des personnes qui viennent, on nous a pondu ça, on vient et on parle de ça. Non. T'as le même problématique, toi, dans l'organisation d'événements particulièrement, où les réglementations, finalement, t'obligent à pas jouer aussi tard que prévu. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Pour mon cas, niveau administratif, je te dirais, ça va. Ça va. On a l'habitude de faire des événements, du coup, justement, dans la commune de Punawe, parce que aujourd'hui, à part Toata, il n'y a pas de lieu de spectacle. Il n'y a pas de lieu de spectacle. Sachant que Toata a été créé pour le Heiva, pour la culture. Donc, eux, ils vont nous donner des disponibilités en fonction de ce qu'il y reste. Et puis, c'est un coût. Et c'est un coût. Est-ce qu'il y a. Voilà, je dis. Il n'y a pas de référentiel aussi. C'est comme des prix. On ne sait pas quel est le meilleur prix. Tu vois. Ça reste une charge pour ton ça reste événement. Une charge ça fait partie des dépenses. C'est ça. Et puis le Parc Véré, pour nous aujourd'hui, c'est un lieu magnifique. Tu vois. Quand j'ai été à des festivals en Californie ou en Nouvelle-Zélande, on fait dans des parcs. Aujourd'hui,
c'est sûr qu'il faut trouver un juste milieu, hein, Mhm. soit par rapport aux horaires, 22h, 23h, parce que justement, tu as aussi la population, tu as aussi des matériaux. Donc, moi, je Tu respecte aussi. l'entends. Voilà, je l'entends. Moi, je suis les règles. Donc, en termes d'administration, de demande d'organisation, d'autorisation, pour mon cas, hein, au niveau de la commune Vous de avez le bruit, Ponavia, mais vous avez aussi les questions de sécurité, vous avez le fait d'accueillir du public, donc qu'il soit accueilli de manière sécure aussi. ben, Ça, c'est important. on est obligé de faire un dossier de sécurité. Donc, Ouais. c'est la base de faire un dossier de Donc on revient sécurité. sur de l'administratif, mais tu as dit que ça allait. Mais oui, ça allait parce que du coup, ben, on prend un prestataire et justement un prestataire agréé qui est obligé de faire un dossier de sécurité parce que sinon, je serais obligé d'aller passer des formations aussi également dedans ça. Donc, D'accord. producteur d'événements. Et Tu n'es pas spécialiste de la sécurité sur les lieux d'événement. je suis pas spécialiste de la sécurité. Et du coup, nous, on prend un chargé de sécurité qui élabore ton dossier de sécurité, qui a l'habitude du coup maintenant d'élaborer. Et justement, la mairie, la commune de Punavia, donc c'est pour moi, administrativement, ils sont efficaces, hein. Aujourd'hui, Et le jeu, en plus. voilà, ils jouent le jeu, ils sont ouverts à tout, à toute discussion, Mm. tu vois. Donc, c'est bien de trouver aussi justement un juste milieu par rapport aux jeux, par rapport à tout ça. Et justement, c'est à nous, entre producteurs, de trouver des plannings arrangeants pour tout le monde. Tu vois ce que je dis? Et moi, je suis ouvert à ça parce que justement, le but, c'est pas qu'on fait un coup et puis on arrête. Ce serait dommage, parce que ça ne ferait pas perdurer le projet comme on en parlait. Je voulais aussi voir avec toi, est-ce qu'il y a des réglementations qui limitent toi ton activité ou qui, par le passé, ont pu mettre à mal ton activité d'une manière ou d'une autre? Hum, C'est J'ai plutôt jamais simple. rencontré de difficultés majeures liées à l'administratif. Je pense que l'administratif, c'est surtout une barrière à l'entrée. Quand tu dois créer ton entreprise, que tu as beaucoup de papiers à faire, que tu fais des dossiers d'aide, etc. Moi, aujourd'hui, dans la gestion courante de mon entreprise, ça se fait, quoi. Là, moi, j'ai ma comptabilité, je sais quoi faire. Chaque jour du mois, je sais quoi faire. Après, les réglementations, on a eu la TVA sociale. Bon, ça n'a pas trop... rajoute une ligne sur la facture, bon, ça n'a pas trop... Voilà. Nous, c'est vrai qu'en restauration et alimentaire, des fois, il faut modifier les étiquettes, il faut souligner les allergènes. Bon, c'est vraiment des petits... C'est pas... Ça impacte pas de manière quotidien. significative mon quotidien. Voilà, dans les réglementations, je trouve que ça va. Et la TVA sur le sucre, bon, ça va pas trop impacter parce que les pâtisseries font pas partie de Produits cette règle. Voilà, des produits qui y sont soumis. encadrés. Voilà. Mais donc, de ce côté-là, je trouve que ça va. Donc, les réglementations, c'est important à suivre, à prendre en considération tous les acteurs finalement et ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux du terrain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu un sujet qui est apparu il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, concernant l'encadrement des marges. C'est un représentant que tu connais bien maintenant qui en a parlé. Au journal de TNTV, j'ai repris un extrait de cette intervention qui a donné ensuite un échange entre toi et lui. On va y revenir quelques instants. Et donc, on va parler d'un autre texte que vous avez porté aujourd'hui, la modification du Code de la concurrence avec une mesure forte, l'encadrement possible des prix de certains produits exonérés de taxes, une mesure qui a déjà fait débat. Ce texte remet en cause la liberté des prix. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui? Alors, d'abord, trois principes qui guident ce texte. Le premier, toute exonération fiscale doit bénéficier aux Polynésiens. Le deuxième principe, l'ensemble des acteurs économiques, ou du moins la majorité, sont des personnes honnêtes. Et je veux remercier tous les chefs d'entreprise, les 37 000 chefs d'entreprise qui se battent quotidiennement pour créer de l'activité dans notre pays. Si on met en place des exonérations fiscales, c'est pour créer de l'activité, c'est pour créer du dynamique, pour que les gens consomment. La difficulté, on s'est rendu compte qu'il y a des marges qui sont beaucoup trop importantes sur certains produits qui sont exonérés. Et donc, cette perte du pays bénéficie plus à des agents économiques qu'aux consommateurs. Vous parlez des marges, mais encadrer certains produits, les prix de certains produits, est-ce que ça ne va pas inciter les professionnels à répercuter sur d'autres produits? Alors, si je prends un exemple très simple que j'ai pris ce matin, un produit coûte 10 000 francs. Sur ce produit, il y avait initialement 15% d'exonération fiscale que le pays déduit. Donc, en finalité, grâce à ce texte, ce produit doit coûter 8 500 francs.
S'il coûte toujours 10 000 francs, ça veut dire qu'un des agents économiques entre-temps s'est pris les 1500 francs que le pays devait se prendre initialement. Grâce à notre texte, finalement, Et la réalité économique, est-ce qu'elle se limite à cet exemple? en fait, en finalité, les acteurs économiques ne vont rien perdre. C'est le pays qui perd tout, parce que c'est lui qui fait une déduction de sa taxe. Si l'acteur économique met sa marge qui est correcte, il ne va rien perdre. Mais si l'agent économique est allé au-delà de sa marge et il est allé grappiller sur la perte fiscale du pays, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il va avoir une perte. Donc si tout le monde pratique des marges raisonnables, personne n'est perdant, mis à part le pays, pour que le contribuable soit gagnant. Alors, c'était donc Thématei Le Gaïc, représentante à Vigny à l'Assemblée, qui expliquait donc ce besoin d'encadrer les marges. J'imagine que les marges vous touchent tous autour de ce plateau. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu ce besoin de réagir en fait à ce passage-là? Ben, c'est parce que une marge, c'est constitué de beaucoup plus que ça. Je comprends dans la forme ce qu'il veut mettre en avant, mais il y a comment dire, quand on établit un prix de vente, on le fait en fonction des salaires, en fonction d'un loyer, en fonction des pertes et des choses comme ça. Donc, on a eu une discussion derrière par rapport à ce qu'il disait. Donc, lui m'a parlé des personnes qui, par exemple, faisaient des installations de panneaux solaires. Donc, il y avait une aide du pays, mais que derrière, il rechiffrait beaucoup. Et je peux comprendre l'idée, mais de me dire que peut-être que cette personne-là, admettons, elle fait, j'exagère, mais elle fait 2 ventes à l'année, elle a 2 salariés, il faut qu'elle les paye. Cette Où marge, est-ce qu'elle va chercher l'argent en fait pour voilà, les payer? C'est ça la peut-être que question. c'est absorbé parce que je suis obligé de revendre et de payer les salaires derrière. Donc c'est assez compliqué de venir vouloir structurer les marges, sachant que si je prends juste pour n'importe quel produit qu'un petit magasin va vendre, pour payer toutes ces charges à lui, il va pas bénéficier de l'économie d'échelle qu'une grande société Un grand groupe. comme un grand groupe de la place va avoir, Mhm. où il va pouvoir vendre beaucoup moins cher parce que c'est le volume qui va faire que ces charges vont être couvertes, alors que toi, tu as besoin de vendre plus cher parce que tu fais moins de ventes. Donc c'est assez compliqué de venir définir ça sur le plateau. Et En fait, c'est réducteur un peu de schématiser comme ça. c'est un peu ce que je lui ai reproché, c'est de dire que quand on vous entend parler, on a l'impression que les choses, elles sont simples à gérer, Évident. évident. C'est comme on dit, comme nous aime bien dire quand on l'entend parler, c'est que vous travaillez en théorie. Mais sauf que nous, on vit pas en théorie, on vit en Polynésie française. Et T'as même eu des mots très forts, hein. Avez-vous déjà eu un soir la boule au ventre en vous demandant si vous alliez payer vos salariés? Avez-vous déjà eu votre propre maison garantie sur un prêt bancaire? Avez-vous déjà dû choisir entre verser la TVA ou payer la compte d'un chantier pour pouvoir continuer? Donc finalement, vous vivez tous un peu avec cette boule-là au ventre? Mais oui, complètement, oui. tous les jours. Hein. Et ça, c'était que des réalités. Je veux dire, Que tu as vécu. oui. Et je pourrais donner les explications de tout, mais bon, ça prend du temps. Mais ce qu'on vit à chaque fois, alors bien sûr, il y en a d'autres qui me disent ouais, mais c'est parce que tu gères plusieurs sociétés que tu accumules les problèmes. Parce que forcément, plus tu as de personnel, plus tu peux. Si tu as droit à avoir un problème par mois par personne, tu en as 30, techniquement, tu as un problème par jour à gérer. Certes, c'est une chose, mais c'est aussi une réalité. Et il faut en tenir compte. Donc venir toujours vouloir cloisonner en fonction des textes qui ont été peut-être élaborés, je sais pas moi, en Allemagne ou quoi, et venir se dire, bon, ok, si ça marche là-bas, on va le mettre ici, sans tenir compte de l'authenticité ou sans tenir compte des caractéristiques, des spécificités du pays même, non, ça marche pas, quoi. Il y a du terrain. Et je pense que ce que chaque entrepreneur maintenant, depuis que j'ai fait ce poste, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui sont d'accord avec moi, qui n'osent pas forcément prendre la parole, mais après, c'était pas pour faire polémique non plus, c'était que ça a été un peu à un moment donné une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour moi, je vois comment on galère, comment on aimerait pouvoir aider davantage les gens avec qui on travaille, comment on aimerait pouvoir participer à œuvrer dans des fondations où il y a des vrais projets pour nous qui nous tiennent à cœur et qu'on peut pas,
parce que derrière, il y a des personnes qu'on doit, un système administratif et au-delà même. euh, alors, Qui est déconnecté, en fait, ce système-là? Vous avez l'impression que c'est déconnecté de votre bah, réalité? moi, ce qui me dérange, c'est les prises de position des fois qu'il y a à l'Assemblée, un endroit où on doit voter des lois, et quand je vois que des textes sont lus par des personnes, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils comprennent ce qu'ils disent, et on se dit, ben, c'est eux qui vont... Oui, ben, la réalité, je pense, c'est que l'entrepreneuriat est réglementé par des personnes qui n'entreprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est d'entreprendre, les risques que c'est, tu sais, quand tu mets tout ce que tu as, littéralement, ton énergie, ton Ton argent, ton temps, dans une entreprise. La santé, parfois? Oui, Mm. la santé aussi, oui, ça c'est vrai. Hein. Physique et mentale, hein. Je parle vraiment Oui, de la santé au sens large. Quand tu sais que tu mets tout ce que tu as dans un projet, que tu emploies des gens, tu fais vivre des familles, et qu'on vient te mettre des bâtons dans les roues constamment, parce qu'il faut remplir les caisses, bon, désolé, hein, mais je trouve que c'est pas juste. Ouais. C'est pas juste. Et moi, je dis souvent à mon mari, c'est des entrepreneurs qui devraient gérer le pays. Parce que au moins, Alors, faut se faire élire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. parce que, enfin, déjà, on sait tenir un budget. On sait tenir un budget, voilà, on emploie des gens, on fait vivre des gens concrètement, on crée Ouais. de la valeur, on crée Ouais. de la richesse tous les jours. On offre du service aux gens, on fait plaisir aux gens, enfin voilà, on crée de la valeur. De la Et valeur brute. J'avais une question qui me vient aussi comme ça, c'est avec une autre notion. Est-ce que aussi le fait d'être femme entrepreneuse, c'est plus compliqué parfois, que ce soit pour Mathéata ou pour toi? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette problématique-là? Plus jeune, je me disais aussi, il y a un effet de société, le féminisme, tout ça, je me disais, oui, c'est vrai, les femmes, on galère plus que d'autres. Je pense que j'ai appris à prendre ma place et maintenant, je trouve que ça va. Tu vois, quand t'es droite dans tes bottes et que tu sais ce que tu fais, franchement, moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça de se faire respecter et estimer, tu vois. Pourtant, il y a encore beaucoup moins de femmes entrepreneurs ici en Polynésie. Peut-être qu'il y a aussi un accompagnement qui n'est pas toujours fait. Je pense que les femmes sont tout à fait capables de gérer une entreprise. C'est pas, je pense Oui, que ça, c'est pas remis. Enfin, je veux remis dire, en question, hein. en fait, je veux dire, je pense que c'est pas vraiment, comment dire, les femmes sont. C'est pas une question de genre. C'est pas une question de genre déjà, mais je pense qu'aussi il y a des femmes elles sont différentes. Les femmes cherchent la sécurité aussi parce que on a dans nos gènes l'instinct de survie pour nos enfants, etc. Je pense que faut pas le nier. Tu vois, on est faites comme ça. Et du coup, on cherche la sécurité. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de femmes entrepreneurs pour ça aussi, parce que c'est pas du tout sécurisant, une entreprise. Peut-être aussi parce qu'on ne nous forme pas dès le plus jeune âge à dire tu peux le faire. Et Ouais. c'est souvent tourné, c'est souvent aussi une question C'est- d'éducation. Moi, je trouve que c'est la femme dans l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui, on a les enfants, on a avoir une entreprise et gérer aussi les enfants. À la Oui. base, la mère, elle est là pour élever l'enfant. Oui. Et aujourd'hui, dans notre génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup On fait de tout. femmes, on fait tout. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu par contre en travaillant sur les yachts, c'est un milieu marin et en tant qu'officier, la femme n'est pas du tout respectée, hein. J'ai dû travailler 2 fois plus dur pour faire ma place. Mm. Et ça m'a permis justement à avoir cette force de caractère. Maintenant que tu le dis, quand j'ai commencé en pâtisserie, oui, c'était très dur. Hein. On me balançait les cartons. Oui, c'est vrai. J'ai pas. Oui. C'est pas si rose. Ouais. Non, c'est C'est vrai. une petite aparté, mais ça me paraissait quand même important à Oui, c'est vrai. développer aussi dans cette émission parce que on parle de l'entrepreneuriat de manière générale. Je vais juste revenir sur cette question de marge qu'on a commencé à évoquer. Pour vous, c'est compliqué justement à gérer cette question-là. Comment on fixe les prix? On peut marger, on peut pas marger. Tout ça, c'est quelque chose que vous apprenez sur le tas. On vous accompagne dessus. Moi, pour ma part, c'est on voit ce qu'il y a sur le marché, on apprend sur le tas. Je n'ai pas vraiment de problème avec. Pas de curseur. Et quand tu entends qu'il faut
encadrer ses marges, ça te fait réagir aussi? Aussi, oui. Oui. Après, c'est ce qu'on doit, par exemple, quand on parle de taxes qu'on doit payer. Ça, oui, c'est. Je me dis, on bosse, on va chercher cet argent pour après tout ce qu'on nous taxe à la fin de l'année. Oui. Tu te dis, mais où va cet argent? Mais- Alors, j'en parlais, mais a priori, en Polynésie, on s'en sort encore pas mal. J'ai la famille encore en métropole et qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Et en Ouais. termes de taxation, ils sont à 50-60%. On est à combien ici? Ça dépend. Ça dépend, prestation de service en TVA, on est à 13, en restauration, On est à on 5. est à 5. Maintenant, les produits sucrés liquides, hein, on est passé à 16%, c'est ça? Alors, je parle de la taxation sur les entreprises, hein, pas forcément sur les produits, mais Donc, pour, 45% facile. Hein. on n'est pas si loin derrière alors. Je pense qu'en Polynésie, on a quelque chose comme 80 taxes. En tout. 80 taxes. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne dis pas de bêtises, mais on doit être à quelque chose comme ça et on doit être à pas loin de 45% de taxes. À peu près. Et alors, quel serait, parce qu'on va déjà arriver au terme de l'émission dans pas si longtemps, quelles seraient pour vous les solutions? Vers quoi est-ce qu'il faut tendre? On l'a dit tout à l'heure, peut-être un début de solution, c'est déjà intégrer ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux qui exercent au quotidien. Quelles seraient les autres mesures pour accompagner l'entrepreneuriat et d'autant plus l'entrepreneuriat des jeunes Polynésiens? alors moi, je pense que ce serait bien de vider la tasse. Il faudrait simplifier les choses. Tout est tellement compliqué. Déjà, d'enlever des mesures. Tu sais, des textes de loi, les conventions collectives, il y en a pour tous les métiers, pour tous les sous-métiers. Ça fait 10 pages chacun. Enfin, il faudrait simplifier, voilà. Et ensuite, booster le privé. Parce qu'en fait, finalement, on a un gouvernement aujourd'hui qui veut l'indépendance. Ça se discute depuis des années. Pourquoi pas? Maintenant, on n'est pas préparé. Le privé aujourd'hui ne pourra pas absorber une indépendance. Et il faut booster ça parce que c'est ce qui crée de la valeur dans le pays. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est ce qui crée de la richesse. Donc plus on Voilà. aura des entreprises C'est ça. performantes et plus Voilà. il y aura d'argent On qui pourra rentrera dans le... Employer plus de personnes localement. On va pouvoir créer plus de richesses, payer plus d'impôts et faire vivre le pays. D'autres idées pour faire avancer, que ce soit dans vos secteurs d'activité ou de manière plus générale? Pour ma part, dans le secteur d'activité, l'événementiel, comme je disais au tout début, on n'a pas d'endroit spécifique, tu vois, à part Tuata, mais comme je disais, Tuata, c'est un lieu qui a été fait pour le Heiva, pour la culture. Une salle un mini zénith un peu comme ce qu'il y a en France, tu vois, une salle, De couvert, quand il voilà. pleut, qu'on puisse une salle donc investir dans la insonorisée, culture finalement. justement. Et il y a beaucoup de monde, tu vois, par rapport à ça. Je pense qu'à Tahiti, on est référencé peut-être en tout 40 producteurs quand même. On va peut-être se heurter à la question du foncier, mais alors là, qui est une autre problématique, mais la question du foncier, je pense, c'est aussi un frein dans ce développement-là. Ben, c'est une bonne question. Je pense que les communes ont cette réponse, hein. L'État maintenant ont cette réponse par rapport au foncier. Est-ce que maintenant c'est un point essentiel pour le gouvernement, tu vois, à mettre en place une grande salle? Je ne sais pas, mais on est au moins 40 producteurs. Peut-être entendront-ils l'appel de ce soir. Et on sait très bien aussi que dans la famille polynésienne, le thème festif, hein, le thème C'est important. culturel, événement, on ne peut pas dissocier. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est important déjà depuis longtemps. Et pour revenir sur ta deuxième question, entreprendre en Polynésie, moi je dis, ceux qui ont le courage, tu vois, de croire en un projet, de créer, de mettre en place le projet, il faut que tu aies confiance en toi. Donc c'est là le plus dur. Ensuite, oui, bien évidemment, tu as des freins, tu as l'administration, tu as tout ça. Mais si tu crois en ton projet, tu Y a as rien qui confiance en t'arrêtera. ton projet, rien ne va t'arrêter. Comme je te disais, moi j'avais une feuille de papier, un crayon.
j'avais confiance en mon projet. Aujourd'hui, je me suis battu. Il y a eu des hauts et des bas. Arrêtez là, vers. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie de la vie. Mais crois en ton projet. Tu veux entreprendre, crois en ton Et ne projet. lâche pas et, Ne lâche pas. et garde l'objectif, quoi. Garde l'objectif. Mathéata, quelle solution toi tu proposes aujourd'hui? Moi, je propose déjà de ramener à la dignité aux Polynésiens dans le tourisme, que nous sommes un peuple d'accueil, c'est dans nos gènes, et que tout ce qui est héritage culturel dans les formations, il faut imposer la culture dans chaque formation, à parler notre langue. Et déjà, ça permettrait aux Polynésiens d'avancer avec beaucoup plus de confiance. Parce qu'il sait que au moins on se soucie de lui, on l'identifie en tant que Polynésien. Il est vu et entendu. Il est vu et entendu. Il va parler de ses îles, de la Polynésie, de qui on est, notre identité. Et quand Et on c'est parle ça, de le Polynésien, tourisme. on en avait parlé avant Ouais. cette émission, c'est les valeurs et l'identité Exact. polynésienne. Et Jonathan, je termine avec toi. Quel serait ton dernier mot par rapport à cette question de l'entreprise en Polynésie? Moi, je pense que le gouvernement devrait faire ce qu'il faut pour créer de l'envie d'entreprendre. Je pense qu'il faudrait, on a augmenté les patentes à 10, mais monter à 50, parce que ça donnera envie d'essayer. À 10 millions, c'est ça que tu veux Ouais, dire? de 10 10 millions, mais le monter à 50 millions pour les petites entreprises. Je veux dire, faciliter la fiscalité, faciliter les démarches administratives. Je rejoins un peu ce que mon ami dit, c'est que aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est souvent au niveau de la construction de la société. C'est parce qu'on est confronté à beaucoup de démarches et on doit déjà avancer. Je veux dire, tu fais un prêt, souvent, quand ton prêt commence, quand tu reçois ton argent, tu dois payer le mois prochain. Et quand on a les démarches administratives qui traînent, moi je vois des fois, tu peux mettre 6 mois pour avoir un permis de construire, mais tu payes ton loyer. Tu payes Ça tu n'arrête pas rembourses. tout le reste, tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça, c'est que il devrait simplifier toutes les démarches pour qu'au moins au niveau de la création, ça puisse aller plus vite. Moi, j'ai eu des. Alors, encore une fois, je dis, c'est vraiment vis-à-vis des textes, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont géniaux, que j'ai rencontrés, qui sont géniaux et qui veulent. On ne qui jette sont- pas l'opprobre sur Voilà. l'administration. Je veux le préciser parce que Suivre la souvent, réglementation. on me dit, ah ouais, mais non, ils respectent la réglementation et je pense qu'à leur place, j'aurais fait pareil. Sauf que ce que je pense que j'aurais fait, c'est que j'aurais essayé d'alerter en interne pour dire, je sais pas moi, l'histoire de la boîte aux lettres, faut peut-être qu'on commence à réfléchir on va retirer la case boîte aux lettres de la conformité parce que elle a plus son intérêt. Et aujourd'hui, je connais encore des personnes qui se font refouler de la conformité parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres. Il y a encore beaucoup de choses compliquées. Ouais. Je suis désolée, on est déjà à la fin de notre émission. Donc, simplifions les démarches. Oui. Entendons la culture, l'identité polynésienne aussi. Remettons les Polynésiens au centre de cette idée. Merci à tous les quatre pour ces échanges passionnants. On a même dépassé un petit peu le temps. Bravo à ceux et celles qui tentent l'aventure, qui osent se lancer. N'ayez pas peur, croyez en votre projet, comme le disait Teariki. C'est important. Jonathan, toi aussi, tu t'es organisé finalement pour accompagner un petit peu tout le monde. Tu as créé une page Facebook qui dit entreprendre et s'unir. Et tu dis ici, on partage obstacles, réussites et solutions. Ensemble, avançons. Et je pense que c'est la solution, de se réunir, de s'unir et d'aller dans le même sens. C'est un peu ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on est plein d'entrepreneurs en Polynésie, on est plein de personnes qui ont envie de réussir. Et effectivement, si on doit demain essayer d'aller à l'indépendance, je pense qu'on est tous un peu indépendants dans nos cœurs. C'est des personnes qui ont envie de bâtir et c'est ces personnes-là qu'il faut aider, je pense. Je sais que des fois, ça dérange parce qu'on dit qu'on se met sur un piédestal par rapport à d'autres personnes, mais il y a une réalité qui fait que ces personnes-là, elles doivent être soutenues parce que si demain il y a des financements ou des projets et quelque chose à porter, c'est un peu ces gens-là qui portent le pays à bout de bras aujourd'hui. Et si demain on devait se priver des revenus de la France,
Bah, Que va-t-on faire? Voilà. Merci encore. Je suis désolée, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie également de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Toutes les 2 semaines, nous abordons des thèmes importants pour notre société et nous n'avons pas fini d'en débattre. N'oubliez pas, c'est le dialogue qui apporte les solutions. Donc débattez, discutez, dialoguez, mais toujours dans le respect. Maruru pour votre confiance et je vous dis à l'année prochaine, à la rentrée, pour un nouveau débrief. Merci.